Bonsoir tout le monde, bienvenue dans Standard Le Talk, votre émission 100% Standard de Liège. Clap 26 et on y est messieurs, les Playoffs 2 avec énormément de bons matchs qu'attendent nos rouges. Bon, évidemment le premier match c'était pas ce qu'on voulait, mais bon c'est un point de prix et tout peut se jouer face à Gand ce week-end. On va en parler d'ailleurs dans cette émission, mais d'abord le hat-trick d'Ali Lukunku comme d'habitude. Ensuite le point presse reviendra sur ce match, est-ce qu'on pourrait dire décevant ou pas des rouges face au Cercle. C'est pas la première fois d'ailleurs qu'on a un peu ce type de résultat un peu décevant pour ma part, c'est ce que je pense. On en discutera tout à l'heure dans Parole des supporters, dans Point Presse. Ensuite, on aura Parole des supporters où effectivement vous aviez envie de donner un peu vos pronos par rapport à cette fin de saison et à ces Playoffs 2. Le camp adverse, l'équipe de la Gantoise va se dresser devant les Rouges. Ça va être le gros match, peut-être déjà décisif de ces Playoffs 2. On en parle avec nos invités aujourd'hui et puis le game, justement, pour s'amuser en fin d'émission. Nos invités en plateau, Ali Lukunku. Salut Ali. Salut Malik. Ça va ? Ça va ? Oui, ça va. Tout va bien ? Bien, ouais. Il y a du soleil, ça fait bien, quoi. La journée commence bien, on va dire. Et justement, notre deuxième invité, il est déjà venu en plateau. Je ne vais pas refaire la blague de « c'est un petit qui débute » parce qu'on va plutôt dire c'est quelqu'un qui est là depuis très longtemps dans le milieu. Est-ce que lui va avoir un avis un peu plus positif sur le Standard ? C'est Didier Schins, le journaliste de la Meuse. Salut Didier. Bonjour Malik. Ça va ? Ça va bien, très bien, oui, super. Comment on a vécu ce premier match des Playoffs 2, cette première journée ? Moi, je trouve que c'est pas. Moi, je trouve que c'est pas un mauvais résultat, honnêtement, pour le Standard. Face à une équipe. Enfin, moi, je pensais au début de ces Playoffs 2, c'est Europe Playoff, que ça allait être l'équipe peut-être la plus difficile à jouer, le Cercle de Bruges, sur base de tout ce qu'elle a montré depuis le début de l'année. Et c'est vrai que tu en avais parlé en off un peu. J'étais un peu surpris d'ailleurs, parce qu'effectivement. Ouais. Ils ont fait des bons résultats, mais je ne m'attendais pas à ce que tu me dises. Mais qui a un jeu très atypique en plus et difficile à contrer, qui presse haut, qui joue dans la profondeur. Voilà, c'est vraiment une équipe particulière. Et donc moi je trouve que c'est pas un mauvais résultat, compte tenu aussi des absences, quoi. On va en reparler tout de suite. Vous l'avez entendu, Didier Schins est positif et donc ça va être une bonne émission. On commence tout de suite avec les 3 points d'Ali Lukunku, le hat-trick. Mais voilà Ali, Didier en a un peu parlé, j'imagine que dans tes 3 points, ce match face au Cercle, cette première journée des Playoffs 2. Oui, alors cette première journée, pour moi, il y a un élément important, on en a parlé, c'est les absents. Je pense que tout au long de la saison, on s'est rendu compte que quand il manque des joueurs, le Standard n'a pas le même niveau. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a un point positif, c'est qu'ils ont su garder le 0. Ça, c'est important, même s'ils ont souffert un petit peu, parce que le Cercle a quand même bien joué. C'est une équipe, on a vu, qui a bousculé beaucoup d'adversaires et aller chercher un point en connaissant l'effectif du Standard. On va pas se plaindre. Troisième point, je dirais que certains cadres étaient peut-être pas au niveau, surtout offensivement, je dirais. On a vu un Donum qui n'était pas à son niveau, Fossé qui a un petit peu plus défendu, un peu logiquement, et puis devant, oui, il y a eu un petit manque de liaison, à William aussi qui est un peu moins bien, et quand on n'a pas Alzate, quand on n'a pas Zinkernagel, on se rend compte que là l'équipe a un peu plus de mal, quoi. On va continuer donc la discussion avec toi Didier, mais d'abord on va faire un peu l'état de 2 journaux, c'est le point presse. Alors Didier, vous en avez parlé dans votre quotidien, le Sud Info La Meuse, de cette prestation du Standard. On va d'abord voir ce que disait l'ADH. Bon, il n'y a pas de grande surprise parce que c'est un peu la même chose que votre point de vue. C'est la défense rouge à activer le mode play-off. C'est vrai que vous en aviez parlé dans votre article, Didier. Entre blessures et soucis familiaux, Barrett Lorsen avec une saison très contrastée. Il revient en forme et surtout à un moment où la défense est un peu plus consistante. C'est ce qui a été mis dans l'article de l'ADH. Pourquoi je parle de Jacob Lorsen aussi ? Parce que chez Sud Info, vous avez fait aussi une longue analyse sur le joueur qui est revenu, revenu après un moment difficile. Lorsen, je me sens à nouveau footballeur. J'avoue que personnellement, c'était un article qui était quand même un peu, je dirais, je ne vais pas aller jusqu'à l'émotionnel, mais c'était quand même beau de voir qu'au-delà du résultat, Didier, un joueur qui revient comme ça, avec les difficultés qu'il a rencontrées, c'est peut-être un plus, parce que vous l'aviez clairement mis, tu l'as clairement mis dans l'article, il a faim. Il a faim et il a envie d'aider le Standard à réaliser son objectif. Oui, il a connu des problèmes familiaux, voilà, on ne va pas s'étendre, c'est privé, mais voilà, comme tout le monde peut en connaître. Donc il a traversé des moments très compliqués, il est reparti pendant plusieurs semaines, il a eu l'autorisation de repartir
Et là, c'est la touch aussi de Ronny Deila, de pouvoir accorder dans ces cas-là un peu de liberté à ces joueurs qui sont dans un état de souffrance, voilà, simplement. Donc il revient après avoir passé plusieurs semaines auprès de son épouse et de son enfant au Danemark. Effectivement, il a faim maintenant. Il a faim, mais la place est prise depuis longtemps. Ouais, j'allais dire, celui qui est là. Ouais, bon, là, moi, je vais vous dire, franchement, on s'est même pas rendu compte de son absence parce que Denhoum a bien remplacé. Non, c'est clair. Sur le côté sportif, on ne peut pas dire que ça a été un manque. Exactement. Et que ce sera un plus parce que quand il a joué avant aussi, il n'a pas non plus montré les mêmes choses. Du coup, je voulais juste mettre en avant cet article aussi parce que c'était une belle histoire parmi une actualité très très importante qui sont effectivement, on parle du sportif, les résultats, etc. Parfois, c'est bien aussi de mettre en avant, et vous l'avez fait c'est ça que c'est plus intéressant sur le plan humain finalement que sur le plan sportif, parce que là, je veux dire, ce qu'il a vécu, c'est plus important sur le plan humain. Sur le plan sportif, effectivement, c'est un joueur qui a eu plein de problèmes et qui passe un petit peu à côté de sa saison. On ne va pas se le cacher, en venant de Bundesliga, c'est pas une grande réussite. Oui, bien sûr. Alors, sur le plan sportif, on va voir tout de suite le dernier 11 aligné. Donc, vous aviez parlé des manquements. Quand certains titulaires ne sont pas là, c'est un peu plus compliqué. Ali, tu parlais des difficultés des avant-centres. Quelque chose d'autre, Denhoum aussi, d'autres joueurs qui t'ont un peu déçu. Mais il a essayé de se débrouiller comme il pouvait. Je trouvais qu'il avait bien débuté. Je pense faut pas oublier, c'est un garçon, on met à plusieurs postes. Donc c'est pas évident pour lui, il essaie toujours de faire le maximum. Je l'ai pas trouvé moins bon qu'un autre, sauf que c'est différent quand vous avez un Alzate qui joue, qui est plus son rôle et qui a justement l'habitude avec Chimirot. Donc c'est un peu logique que devant aussi ils aient été moins alimentés, parce qu'on n'a pas ces deux joueurs-là qui d'habitude créent la différence, libèrent aussi des espaces et donnent des bons ballons. Didier, tu avais fait du Cercle de Bruges une équipe potentiellement capable d'aller titiller en tout cas les favoris. Est-ce qu'elle t'a déçu, cette équipe-là, face au Standard, ou elle a joué ce qu'elle devait jouer? Non, pas du tout. Il leur a manqué qu'un but. Voilà, c'est ça. Je veux dire, globalement, sur l'ensemble du match, le Standard, pour son début de match, peut passer devant. Bien sûr, ouais. Peut passer devant, et il n'y a rien à dire. Et le Cercle a la possibilité aussi de passer devant. Donc, et je les ai même trouvés meilleurs que quand ils ont joué contre le Standard. Pendant c'est fou, j'ai l'impression que c'était un match qu'on répétait la même chose que le dernier match. Où ça ressemblait, mais le Cercle a été mieux. Le Standard, sur le premier match, était était au-dessus, je trouvais. Le Cercle n'avait pas été bon. Et comment vous l'expliquez ça arrive, des non, mais bon, il y a eu la préparation. Ils ont rien à perdre, le Cercle. Non, c'est sûr. Vous pensez que le Standard s'était mis trop de pression dès le premier match ou... Non, je pense qu'ils n'avaient pas les armes pour moi. Ouais. Pour moi aussi, effectivement. Ils n'avaient pas les armes. Pour gagner ce match, ils n'avaient pas les armes. Non, le noyau n'est quand même pas... et qualitativement, il faut quand même faut l'admettre, et quantitativement, n'est quand même pas pléthorique. Et donc, effectivement, dès qu'il y a 2 et 3 absences avec Balikwisha qui sort en début de match, effectivement, ça devient hyper compliqué. Je sais que vous allez me dire que parfois, ça ne sert pas à grand-chose, mais dans le côté un peu positif, je trouvais que c'était quand même intéressant de la part de Ronny Deila d'impliquer à nouveau... impliquer un peu tous ces joueurs, et notamment mettre, et on en a parlé avant l'émission, pourquoi mettre titulaire Renaud Aymon? Je trouve que, mine de rien, le concerner d'entrée de jeu, c'est aussi important pour quelqu'un qui a souvent été mis de côté. Je trouve que c'est aussi encore... que le garçon, il a montré aussi à l'entraînement, je pense, qu'à l'entraînement, il a montré qu'éventuellement, dans un système à 2, ce serait lui... parce que quand vous devez remplacer Zinkernagel, vous devez choisir tactiquement, il a changé sa tactique, au fait. Donc là, il a dit, je vais mettre 2 attaquants. Peut-être que Perica n'est pas au niveau par rapport à Aymon, et s'est dit, il a un peu plus d'expérience, il a un peu plus de feeling, il revient aussi, Aymon, il a marqué il n'y a pas longtemps. Ouais. Donc on l'a vu sur ce match-là, il n'était pas super à l'aise. Ouais, et c'est vrai que moi, encore une fois, d'un avis, on va dire un peu plus supporter que vous, messieurs, quand je vois son raté au début de match, d'entrée de jeu, j'oublie tout de suite toutes les galères qu'il a vécues, je me dis, pourquoi il rate ça? C'est pas possible. Ouais, mais ça arrive de rater, un attaquant rate, vous regardez tous les matchs de haut niveau, les attaquants, ils ratent des buts. Par contre, ils en ont peut-être 10. Et sur 10, Haaland, il en rate combien sur tout ce qu'il a? C'est vrai, mais bon. Après, il va en marquer un. Je me souviens d'ailleurs de... Je crois que c'est plus ou moins la même chose, ce tir qu'il rate face au Bayern. Après, il va en mettre un peu plus tard. Pas le cas de Renaud Aymon. Alors, on va pas comparer Haaland et Aymon. Mais c'est pas... ce genre de joueur peut-être en une action. C'est pas le même collectif aussi. Mais un attaquant, il doit avoir... pour en marquer 2, souvent, il doit en avoir 5 ou 6.
Après, ça arrive, vous en avez une, vous la mettez dedans, vous avez gagné le match. Et Didier, ce genre d'action ratée, en sachant qu'il n'en avait pas eu beaucoup, ça peut encore trotter dans la tête, les matchs après Je pense pas. Moi j'ai trouvé les critiques un petit peu excessives, honnêtement, pour un garçon qui revient de loin, de très loin. Il a quasi pas joué cette saison. Et son match me fait un peu penser à celui de Tissou Dali la veille à Gand-Westerlo. Tu disais qu'il avait tout raté. Qui a eu des occasions, mais Tissou Dali revient de loin aussi. Et donc c'est pas un hasard. Il faut qu'il retrouve ses sensations. Ça va pas se faire comme ça sur un claquement de doigts. Donc voilà, effectivement, il rate une belle possibilité ou deux belles possibilités ici. Voilà, on voit qu'il a encore besoin de repères, de confiance. Mais il y a une chose qu'on ne peut pas lui enlever, c'est l'envie. Le garçon, il a toujours montré. C'est un garçon, c'est un garçon qui se démène, il travaille aussi pour le collectif. C'est pas le garçon qui pense qu'à marquer les buts. Perica, c'est pas un garçon qui travaille défensivement. Et c'est un vrai joueur son job. Et du coup, comme on parlait de Renaud Aymon, j'enchaîne sur cette stat. Alors, elle est plutôt révélatrice, cette stat. C'est ce numéro 6 qui représente tout simplement le nombre de tirs effectués par le Standard dans cette rencontre, Didier Ali, quand on a ça. Et je parle de tirs effectués, je ne parle pas de tirs cadrés. Ah ouais, parfois ça permet de gagner. Ouais, mais attention, c'est pour ça que je voulais préciser, c'est des tirs effectués. Pas de tirs, oui, mais pas de tirs cadrés. Donc à ce niveau-là, quand on a une stat pareille, c'est compliqué quand même, non ? Oui, et pour le même prix, c'est 0-1. Complètement. Le Standard revient avec les 3 points, sans un tir cadré. Voilà, mais au match aller, pendant la saison, ils ont gagné aussi 0-1. Je pense que ça a été difficile. C'était 1-1 au cercle. Ah, c'était 1-1. Le cercle avait égalisé en toute dernière minute. Donc, vous voyez, vous jouez à l'extérieur, vous savez que vous allez avoir peut-être une opportunité ou l'autre. Elle rentrera pas. Ça, malheureusement, c'est le foot. Et la balle d'Aymon, effectivement, pour 20 cm. Ah bah oui, Tiens, c'est vrai qu'on t'avait pas demandé, on t'avait pas posé cette question, Didier, parce que durant les nombreuses émissions ici, à un moment donné, on s'est posé la question, tiens, 2 attaquants, un attaquant, qu'est-ce que toi, en tant qu'expert qui va voir tous les matchs, qui analyse tous les matchs, qu'est-ce que selon toi, Rudy Della doit faire en attaque ? Moi, je retiens une chose, je pense que c'était le match gagné 2-0 contre Eupen. Della avait aligné 2 attaquants, Oyo et Perica. Ouais. Et ça avait relativement bien, voire fort bien fonctionné. Oui, mais c'est contre Eupen. C'est contre Eupen. Mais enfin, n'empêche, le système a bien fonctionné. Il avait donné, je trouve, des résultats. Après, Perica s'est blessé au pire des moments, parce que peut-être qu'il pouvait être lancé à ce match-là, peut-être. Il faut voir après ce match-là. Je ne me souviens pas de la composition de l'équipe. Je ne sais pas si Zinkernagel jouait ou s'il ne jouait pas. Oui, j'ai remarqué, il met souvent 2 attaquants quand, justement, il lui manque un joueur. Voilà, donc du coup, là, il passe plus en espèce de 4-4-2, avec plutôt des ailiers pour pouvoir alimenter. Il n'y avait pas eu un autre match aussi où il avait placé encore 2 attaquants, ça n'avait pas été une grande réussite. Mais ce match contre Eupen, moi je trouve, c'était un bel exemple pour toi. Voilà, mais combien de fois dans l'année il a fait ? Ah oui, non, mais pas beaucoup de fois. Mais je pense que si Perica ne se blesse pas, juste dans la foulée de ce match-là, je pense qu'il peut essayer de continuer comme ça, sur certains matchs en tout cas. Voilà. Mais pas à l'extérieur. Peut-être pas à l'extérieur. Là, l'extérieur, c'est peut-être pas à l'extérieur, à l'Antwerp, à Bruges et à Anderlecht, voilà, on est d'accord. Mais dans des matchs à domicile, moi je suis persuadé que la formule aurait pu revenir, se répéter. Voilà. Allez, on va continuer ce beau sujet sur les Playoffs 2, cette fois-ci de manière un peu plus large, parce qu'on va rentrer tout de suite dans le point de vue des supporters, c'est Paroles de supporters. Alors avec notre partenaire MAS, effectivement, on s'est posé la question, on vous a posé la question de savoir comment envisager le Standard dans ces Playoffs 2, quelle serait la position idéale, est-ce qu'il terminera premier ou simplement réalisera tout simplement de bons Playoffs 2. On a vos réponses. Je dirais que chez nous, on va tout gagner, parce que chez nous, on est très fort, et à l'extérieur aussi, parce que pour l'instant, on est fort un peu partout. Mais il faut s'attendre quand même à des équipes dures comme Westerlo. C'est pas facile à gagner là-bas. On peut s'attendre à tout, mais je pense qu'ils vont nous surprendre et qu'on va aller faire de notre mieux. On va y arriver, on va tout donner à mon avis. On est là pour gagner la Playoff 2. Je pense qu'à domicile, on est très fort avec les supporters. Donc à domicile, on va pas perdre beaucoup de points. Et à l'extérieur, on verra bien ça. Ils ont réussi tous à nous convaincre et à faire d'une très belle équipe et faire tous les matchs un beau spectacle. Donc on est très fiers et très contents du Standard cette année. Je pense qu'ils vont tout donner pour être les meilleurs et ils vont finir premier des Playoffs 2. Le Standard
Standard en playoff 2, il faut s'attendre à quoi? Des bons résultats. On l'espère. On espère des bons résultats. On va finir premier des playoff 2 quand même. J'ai confiance au Standard et on va le faire. Bruni est là, vu qu'il est là, il a mis de la rigueur, il a réussi à encadrer tout le monde, les jeunes, tous ceux qui voulaient mettre de l'ambiance, bien jouer au foot, donc il ne faut vraiment pas qu'ils partent. Voilà, c'est des choses qui se répètent de semaine en semaine. Au moins, c'est vrai que les supporters restent tout le temps positifs, mais c'est important, il faut être derrière son équipe. Maintenant, c'est vrai que là, je vais vous lancer sur cette question. C'est une supportrice qui nous a envoyé une question. Elle n'a pas voulu vraiment se filmer, mais j'insiste, n'hésitez pas, rsl@letalk.be pour nous envoyer vos vidéos, parce qu'on sera un plaisir de vous voir et de vous entendre. Mais donc, ici, cette supportrice Françoise Kilma, 48 ans, elle nous a donné son âge, c'est assez sympa, elle nous a donné quelques infos sur elle. Elle vous demande, messieurs, quelles sont les chances des Rouges de terminer premier selon vous? Allez, on y va direct. C'est la première journée des playoffs est passée. On a encore 5 journées, mais c'est pas grave. On lance direct le sujet. Alors, moi, je propose qu'on en reparle samedi vers. Moi, je dirais 50. Ils ont 50%. Mais finir premier. D'accord avec ce que Didier dit. On peut en discuter après samedi. Comme non, si ce samedi était un moment clé. Ça va être un moment clé, c'est sûr, mais tous les matchs, il reste combien? Il n'y a pas beaucoup de matchs. Hein. Ils sont 4 équipes. Il y a 6 matchs, donc ça veut dire là, ils ont pris un bon point au cercle. Faut quand même. On sait que le Standard à domicile, quand ils sont au complet, c'est quand même solide. On l'a vu contre quasi toutes les grosses équipes. Donc ici, pour moi, le Standard 50%. Ils gagnent ce week-end, ils sont premiers. Après, il faut tenir. Et c'est ça. Donc pour moi, ils ont 50% des chances. Didier, tout va dépendre aussi de comment Gand se comporte face aux autres équipes. Mais est-ce que tu as l'impression que c'est une équipe aussi qui peut très vite perdre des points, Gand? À part contre le Standard, forcément. Mais je veux dire. Gand, je trouve, a montré un petit peu tout au long de la phase classique du championnat, comme le Standard, qu'elle était capable de tout et parfois de pas grand-chose ou de rien. À l'instar de son dernier match perdu contre le Stand, qui est invraisemblable. Ce qu'il y a, c'est qu'ils avaient la Coupe d'Europe. Hein. Ils avaient le match, et ils se sont un peu, je dirais pas sabotés, mais ça a été une. Non, mais ils sortaient l'élimination de la Coupe d'Europe. Contre une équipe d'Ostende démobilisée, normalement, ça doit le faire, même avec une équipe B. Oui. Voilà. Mais ils avaient joué le mercredi d'avant, hein, le jeudi. Ouais. Donc c'est pas. On a vu Anderlecht aussi. Vous savez, quand vous avez la déception de l'élimination, c'est. Le match d'après, il est toujours beaucoup plus difficile. Après, est-ce que peut-être qu'ils pensaient aussi que ça allait se faire tout seul. Mais plus que le match de Gand, je pense que c'est les 2 matchs qui viennent qui vont un petit peu déterminer peut-être le sort du Standard. Ici contre Gand et contre Westerlo, 2 matchs à domicile. Un 6 sur 6 dans ces 2 matchs-là, et donc un 7 sur 9. Là, ça donne le ton. Hein. Comme première moitié de cette mini-compétition. Ça lance bien. C'est l'assurance que le Standard joue en tout cas ce biais européen jusqu'au bout. Voilà. En plus, Didier, je pense que... Peut-être je me trompe, mais j'ai l'impression que le dernier match à domicile contre Westerlo était aussi un match ultra abouti. C'était, je pense, une victoire. C'était le meilleur match pour moi, clairement, de la saison. Voilà. Attendez, c'est quel match que j'ai vu? Moi, j'étais au stade. Donc, Standard Westerlo, on était d'accord, c'était 2-0. Hein, je pense que c'est terminé. Et c'était vraiment, il n'y avait pas de match où on n'avait pas vécu. Parce que là, le Standard, c'est Barcelone. Et c'est le plus abouti parce que pendant 90 minutes aussi. Ah ouais, non. C'était incroyable. Même dans le jeu. Absolument. Dans la possession du ballon, dans les actes. Que ça a été très bon dans d'autres matchs, mais sur des séquences de matchs. Ici, c'était bon sur la longueur du match. Ouais. Bon, les supporters ont dit, on va le faire. C'est normal, ce sont les supporters. Toi, Didier, avec le recul, j'imagine que tu vas attendre un peu ce résultat, mais avec l'atmosphère, avec ce que tu écris chaque semaine, de ce que tu entends, de ce que tu vois, est-ce qu'on est forcément dans la bonne vibe et qu'on va le faire, justement? Oui, il y a eu des accrocs à domicile. Hein. Ici, les derniers, c'était le partage invraisemblable contre Zulborghem et la défaite contre Courtrai. C'est toujours contre des petites équipes. Voilà, mais le Standard, je trouve, a retrouvé quand même une solidité à domicile, vraiment. Et donc, moi, je pense qu'ils peuvent aller au bout de ces 2 matchs-là, effectivement. Ils ont en tout cas les cartes en main. Je pense que tous les blessés vont revenir, donc ils vont repartir contre Gand avec l'équipe type, parce qu'il faut bien admettre que Dela a trouvé maintenant un 11 type. Ouais. Donc il va repartir avec ça, c'est quand même une donnée importante. Deuxième donnée importante, je pense que
que les abonnements partent relativement, et les places et les tickets au match par match partent relativement bien, et donc il devrait y avoir une ambiance. C'est aussi un élément capital, évidemment. D'ailleurs, je fais un petit teaser pour ceux qui nous regardent. On a une belle petite surprise, pas pour cette émission, mais dans les prochaines, parce qu'on a un cadeau qui se prépare justement par rapport à ces Playoffs 2. Mais donc oui, les supporters vont être présents. J'ai vu le match Gand-Westerlo, il y avait quand même très peu de monde dans les tribunes de la Guélamco Arena. Ici, c'est un élément capital. Il y aura un vrai soutien populaire et tout. Donc, effectivement, dans ces conditions-là, et avec il n'y a qu'un 11 de départ retrouvé, qui est le 11 type, je pense qu'effectivement, le Standard peut aller au bout. Après, attention, parce que Gand, c'est quand même une bonne équipe. C'est une très très bonne équipe. Ça, c'est clairement, ils font une super saison. C'est pas le Cercle de Bruges, c'est pas Westerlo. Mais comme le dit Didier, quand même, à domicile, on s'est toujours dit la même chose depuis le début de la saison. On se dit attention, ces équipes-là, c'est costaud, c'est le top 5 en Belgique. Et au final, c'est la seule équipe que le Standard n'a pas battue. Avec l'Union. Ah ouais, avec l'Union. À domicile. C'est la seule équipe que le Standard n'a pas battue. Ils ont battu l'Union à l'extérieur, c'est vrai. Il y a aussi brièvement une autre chose où j'ai l'impression que ça n'a pas du tout, c'est passé comme ça, comme une lettre à la poste, et que ça n'a pas du tout dérangé le joueur. On sait, Ronny Della a donné une interview récemment dans les médias, et je trouvais là aussi à nouveau qu'il y avait une communication plutôt saine et sereine, parce qu'effectivement, qu'est-ce qui est revenu sur la table, c'est partira pas, et finalement, ça n'a pas du tout été évoqué, donc du coup, c'est aussi une manière de rester concerné, de pouvoir permettre de continuer à prester correctement. Bon, après, Didier va peut-être me dire qu'il a des infos, Ali aussi, mais... L'inverse serait catastrophique si... Oui, mais Ali, tu sais bien, Didier aussi, vous en avez connu des histoires comme ça, où le coach ou des joueurs sont roulés même avant une fin de saison. Non, quand vous avez encore un billet européen, il n'y a personne qui est en roue libre. Maintenant, le Standard serait out, là je dis pas. Mais ils sont encore dedans. Maintenant, Della est très très malin aussi dans sa communication, interne, mais aussi et surtout externe. C'est-à-dire que régulièrement, il aborde ce sujet-là. Je suis convoité, tant mieux, parfait. Et il pose des exigences pour la saison prochaine. Mais de toute façon, moi je pense que lui... En fait, j'ai toujours dans le respect. Je pense pas que le gars, il a envie. Non, je suis certain aussi. C'est pour ça que quand il en parle, c'est ça l'idée que je disais, c'est qu'il en parle avec sérénité et respect aussi. Je pense pas qu'il a envie de partir. Non, je suis persuadé aussi. Par contre, il a le droit de demander, il dit, moi, l'année prochaine, je veux faire mieux. En fait, ce qu'il fait, c'est qu'il adresse clairement des messages en direction de Miami, où les grosses décisions se prennent. Pour avoir effectivement un effectif de qualité et un effectif capable de jouer plus qu'une 6e place. Oui, et là, quand vous voyez la saison du Standard, et que, là, pour quelques points, ils sont en play-off 2-1, il ne faut pas oublier ça. Donc si aujourd'hui l'effectif était de qualité, peut-être que là, on serait en play-off 1. Mais Della ne va pas se satisfaire de la qualité de son effectif actuel. Il voudra plus, c'est ce qui est normal. C'est un peu donc, il fait compétiteur, faire mieux à chaque fois. Voilà, et donc il fait passer des messages. Clairement, ça c'est un jeu qui est là depuis maintenant plusieurs semaines. En plus, Didier Ali, je pense que qui va contester ça, de fait d'avoir quelqu'un qui en a envie, qui dit vous êtes un peu content de cette saison, mais j'ai envie de faire mieux. Qui va contester ça La seule chose justement qui pourrait peut-être un petit peu, moi ça me dérange pas, mais je dirais tiens, parce que dans le discours du départ, c'était on compte aussi sur les jeunes qui vont arriver. Donc si finalement on veut plus de qualité, c'est pas spécialement chez les jeunes qu'on va aller les chercher. Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi cette actualité chez les jeunes où il y a aussi cette envie de pas perdre le SL16 et de peut-être se permettre au SL16 de se sauver avec les jeunes. Je sais pas. Il faut revenir encore plus bas pour que ce soit formé. Même si maintenant, par exemple, le départ de Dussen, programmé depuis des mois, parce qu'il n'a quand même jamais été question qu'il re-signe. Par exemple, moi, ça, je comprends pas. Moi, je lui redonnerai une année, moi, je vois. Mais c'est un départ dicté par la volonté, effectivement, d'installer un Nathan Ngoy à cette place-là et de faire confiance, effectivement, aux jeunes, puisque tu en parles, Malik. Voilà, ça, c'est un exemple concret. Le départ de Dussen n'est absolument pas dicté par la qualité de sa saison. Mais comme le disait Ali, est-ce qu'il y a peut-être pas moyen de re-signer un an, pas forcément le rendre titulaire, mais voilà, qu'il reste et qu'il presse de temps en temps, ça t'y crois pas à Dussen qui presse à ce niveau-là est titulaire, c'est évident. Voilà. Il l'est. Ah mais oui, bien sûr qu'il l'est. Et c'est logique. Mais on pourrait comprendre aussi la logique que Didier amène ici, de se dire, on place des jeunes, ils sont prêts maintenant pour la saison après. Mais ça, c'est la volonté du club, effectivement. Son départ est dicté par ça. Voilà. Oui, mais est-ce qu'ils seront prêts ? Parce que là, pour l'instant... un autre débat. Ils sont là, ces jeunes, ils sont là ou pas ?
Pour l'instant, il ne joue pas. Hein. Ouais. Et ben, on verra la saison prochaine, de toute façon. Mais on continue ici avec les playoffs 2, parce que vous l'aviez annoncé, c'est un gros match ce samedi. Le camp adverse, la Gantoise. Comme d'habitude, on va un peu analyser un peu plus en profondeur cette équipe. Rappel de leur classement. La Gantoise, effectivement, on a mis la position 5e, mais en fait, elle est donc effectivement première en play-off 2. C'est pour pas chambouler les spectateurs qui nous regardent, mais je pense que voilà, aujourd'hui, on a bien compris comment fonctionnent les play-off 1, play-off 2. 31 points, 67 buts marqués, 39 buts encaissés. On va regarder tout de suite le 11, le dernier 11 à aligner. Quelque chose peut-être à rajouter, messieurs, sur ce 11. Donc, Didier, tu l'avais dit, Tissoudali peut-être sera peut-être un peu plus performant samedi. Voilà, faire attention. Il y a l'autre. Orban. Il y a Orban. Attends, Orban, t'as vu le but qu'il met encore ? Ouais, non. Moi, je pense que c'est Orban qui va jouer. Hein. Oui, voilà. Ouais. Pour moi, c'est Orban qui va jouer. Je parle bien, c'était le dernier aligné. Je ne parle pas de mais c'est Orban. Pour moi, c'est Orban qui va jouer parce qu'au niveau de la vitesse, au niveau de la finition, Tissoudali, je pense qu'ils l'ont mis parce que il fallait faire souffler aussi l'autre, il fallait le relancer. Il doit prendre du temps de jeu, effectivement. Exactement. Donc c'était peut-être un match un peu moins. Ils pensaient que ça passerait aussi, mais à domicile, c'est effectivement. Voilà, c'est pour moi, c'est Orban qui va jouer et non, cette équipe-là. Donc Orban, Kuiper. Oui. Quand on parle d'une défense, ici dans ton article, tu le disais, cette défense qui a tenu bon face au cercle. On peut encore se dire qu'elle pourra tenir bon face à la Gantoise avec des joueurs comme ça. Ça va être plus compliqué. Ça va être plus compliqué. Kuiper, rien que l'exemple de Kuiper, c'est 20 buts en championnat, 27 toutes compétitions confondues. 20 buts en championnat, c'est plus que Zinkernagel, Oyo, Perica et Hamon. J'avoue que je voulais le mettre en avant, mais je sais que chaque semaine, à chaque fois que je mets un joueur en avant, on me dit ouais, mais vous savez, c'est pas ce joueur-là forcément, le collectif, etc. Donc, mais effectivement, c'est un joueur auquel il faudra faire attention. Une force offensive incroyable. Il faut voir depuis le début de l'année le nombre de buts marqués par la Gantoise en déplacement depuis le début de cette année. 6 buts à Zulte Waregem. Ok, ce n'est que Zulte Waregem. Il faut quand même en passer 6. 5 buts à Serein. 3 buts à Saint-Tron. 3 buts à Westerlo. Le Standard a marqué combien de buts depuis le début de la saison ? C'est une stat qu'on n'a pas. C'est de me poser la colle, mais je te promets que je vais rebosser. 71 buts, c'est pas mal. Hein. Ouais. Et si Kuiper s'en a mis 27. Je voudrais juste savoir aussi au niveau des buts encaissés au niveau du Standard. Orban en a mis 9 depuis son arrivée. Il arrive en janvier. Voilà. Donc non, franchement, c'est une équipe, il va falloir se méfier. Et puis, je demandais à la régie si jamais ils arrivent à trouver l'info là maintenant. Faut pas oublier au match aller. Le Standard a souffert contre Gand. Hein. Ils sont revenus en fin de... Alors, on vient de me dire 58 buts marqués, le Standard, 45 buts encaissés. Voilà. Oui, mais bon, ça, on l'a expliqué tout à l'heure, le problème en attaque... Non, c'est pour mettre en avant l'attaque de la Gantoise, quoi. Justement, on a notre partenaire Vision du Jeu qui va nous faire un petit récap des forces-faiblesses de cette équipe de la Gantoise, et puis après, on en rediscute. Bonsoir Malik et bonsoir à toute l'équipe du Talk. Avant de vous faire part de mes observations sur les points forts et les points faibles de la Gantoise, adversaire du Standard cette semaine, il faut quand même remettre les choses dans son contexte. La Gantoise a raté de très peu l'accès au Play-off 1, mais il faut aussi noter que cette équipe a eu énormément de difficultés, aussi bien contre les équipes qualifiées pour les PO1 que pour les PO2. En ça, on peut remarquer qu'il n'y a qu'une seule victoire contre les PO1, c'est-à-dire contre Bruges, et une seule victoire, c'était contre Westerlo. On arrive même à des difficultés où marquer en déplacement devenait vraiment quelque chose de problématique, puisque contre les équipes de PO1, la Gantoise n'a pas marqué un seul but. Donc, à mon avis, ça sera quelque chose dont il faut tenir compte. C'est une équipe qui a l'aspect d'un ogre, mais qui, dans l'efficacité, n'est pas toujours présent. Pour la suite, si je vous présente alors maintenant ici mes observations sur les points forts et les points faibles. Les points faibles, évidemment, il y a toujours le retour de Tissoudali, qui est vraiment quelque chose d'important, lui qui avait été gravement blessé pendant toute la saison. Il ajoute à Orban et de Kuiper des possibilités offensives qui sont importantes, donc je le mettrai ça dans un point fort. Et là-dessus, évidemment, il faut greffer la reconversion rapide, puisque quand on observe la Gantoise, particulièrement en déplacement, c'est une équipe qui a marqué 12 buts en reconversion rapide, c'est la meilleure performance de la Ligue. La deuxième chose, il y a un déséquilibre aussi en déplacement, c'est une efficacité dans le passage par le flanc droit. Ce flanc droit est vraiment très fort, on adresse beaucoup de centres, 12, c'est aussi la meilleure performance de la Ligue en déplacement, donc attention au flanc droit sur jeu dominant placé et sur centre. Et puis, une conséquence de ça, c'est soit au cordeau, soit le jeu de tête offensif, puisque cette équipe a déjà marqué 7 buts
de la tête en déplacement. Donc, voilà mes 3 points forts pour la Gantoise. Les 3 points faibles, eh bien, c'est la 3e meilleure défense en déplacement. Donc, pas de gros points faibles, à l'exception des 5 buts qui sont encaissés sur reconversion rapide. Par contre, des 14 buts encaissés de plein jeu, il y a toute une grosse partie qui vient des centres. Donc là aussi, peut-être que c'est dû aussi à la volonté de passer par les flancs offensivement et de laisser des espaces dans le dos. Et donc, les adversaires de la Gantoise profitent de cette faiblesse. Et alors aussi, il y a encore un petit point faible qui est important à exploiter parce que le Standard peut vraiment être fort dans ce domaine-là, c'est les tirs hors rectangle. Cette équipe a déjà encaissé 6 buts sur tir hors rectangle. Donc, face à un bloc défensif très bas, le Standard pourra utiliser cette force. Voilà, c'est tout pour cette semaine pour la Gantoise et je vous souhaite une bonne soirée et on se retrouve la semaine prochaine. Merci Christian de Vision du Jeu qui chaque semaine nous apporte des petits éclairages sur les adversaires du Standard. Bon, un avis sur ce qu'on a entendu, hein, messieurs, c'est très clair. On pourrait revenir peut-être sur les points faibles de cette équipe de la Gantoise. 5 buts encaissés sur reconversion rapide, pour résumer. 8 de 14 buts viennent de centre et les tirs hors rectangle qui peuvent être une force pour le Standard. D'accord avec ces 3 faiblesses, le Standard peut tirer profit de ces points faibles-là Si Zinckernagel joue les tirs hors rectangle, je dirais oui. Oui. Après, je trouve pas que le Standard en reconversion rapide c'est sa force, quoi. Je veux dire, c'est plutôt, oui, on attend, on est placé, et là on lance au yo, mais c'est pas des contre-attaques où le Standard a montré vraiment qu'il a des qualités de vitesse, non. Donc moi je pense que c'est plutôt dans le jeu placé et effectivement marqué frapper de l'extérieur du rectangle. Didier 100% la Corée-Cali, d'autant qu'on voit clairement que la griffe d'Ella aussi, c'est de faire en sorte que son équipe soit plus dominante qu'elle ne l'était sur les 2-3 dernières années. La dernière équipe du Standard dominant, c'était Prud'homme. Hein, clairement. Donc, depuis, c'était une équipe qui subissait le jeu et qui devait repartir en contre, effectivement. C'était le cas avec Bailey, avec Luke Elsner et tout ça. Ici, sa volonté, c'est de retrouver une équipe qui domine et qui prend possession du jeu et qui a... Voilà. Donc je ne pense pas qu'on va avoir effectivement ce schéma où le Standard va pouvoir jouer le contre. Ouais, non. Et ce qui est assez fou, c'est le jeu de tête offensif, par contre, au niveau des points positifs... de la Gantoise, c'est la 2e meilleure équipe derrière Genk. Bon, ça... il a dit, hein, ça centre beaucoup. Hein. Donc, mais le Standard aussi, ça centre. Je veux dire, le Standard, donc ça va se jouer peut-être sur les côtés. Il y a aussi des gabarits du côté. Voilà, c'est ça. Quelques grands gabarits. Maintenant c'est vrai que... bon, derrière, eux aussi, ils ont des grands gabarits. Hein. Oui, mais ce que je veux dire, il y a confrontation, c'est ça. Ah oui, bien sûr. Mais souvent, quand on parle de la force offensive de Gand, on a tendance à tout focaliser sur Kuipers et Orban. Alors que non. Alors que pas du tout, parce que Gand, je crois, c'est 18 buteurs différents. Je crois que personne en Belgique n'a fait mieux. 18 buteurs différents, donc c'est bien la preuve que chacun apporte son écho. Et sur les coups de pied arrêtés aussi, attention, parce que la défense, là, ils ont les deux derrière, là, qui sont grands costauds. Voilà, exactement. Mais est-ce que parfois, c'est pas mieux d'avoir un écart total avec des attaquants qui marquent beaucoup, Didier? Parce que forcément, c'est un sujet que tu as évoqué ici. Au Standard, ça fait quand même quelques années. Ah oui. Donc du coup, est-ce que ça peut souvent être bien d'avoir 1000 buteurs différents? La Gantoise, c'est le mix parfait. Deux gros buteurs et des équipiers qui marquent, c'est vraiment le deal parfait. Si on doit choisir, si vous devez avoir 5 joueurs à 10 buts, tant mieux, quoi. Ça dérange pas. Mais c'est pas assez au Standard. Mais le problème au Standard, c'est que ces dernières années, c'est pas un numéro 9 qui est meilleur buteur. Non, exactement. C'est Zinckernagel pour le moment. Il y a 9 goals, je pense. Qui est à 9 buts. C'était Dragus, je pense, 6 la saison dernière. C'était Amala, 15 la saison encore avant. Et c'était Lestienne. C'est ça. Je pense qu'il faut remonter à 4 ans et Renaud Aymon pour retrouver les traces d'un meilleur buteur numéro 9. Qui avait combien, plus ou moins qui était, je pense, à 16 buts. Donc, voilà, ça c'est une vraie carence. On a besoin de ça dans une équipe. Vous avez besoin d'un gars qui fait et d'autres qui sont là derrière Et surtout, Didier Ali, vous connaissez depuis très très longtemps cette équipe. Le Standard, c'est une équipe qui a toujours fonctionné avec un grand attaquant. C'est vrai. Un ou plusieurs. Un ou plusieurs même, effectivement. Parce que c'est quand même un peu bizarre de se dire, imaginons un jour que le Standard, et je ne sais pas combien de buteurs différents, même déjà maintenant, je trouve ça un peu bizarre. Les derniers, c'était Aymon, c'était Orlando Sa.
Ouais. C'était Belfodil, mais qui était à une quinzaine de buts. Pour remonter à plus de 20 buts sur une saison. Il y avait Igor aussi qui était... Oui, mais c'était une quinzaine de buts. Pour remonter à une vingtaine de buts, il faut déjà repartir une dizaine d'années en arrière. Même plus. Hein. Qui c'est qui a marqué 20 buts? Allez, Lukunku, on a le goal. Le maximum que j'ai mis, c'est 16. 20 buts, Michi Batshawi. Ah, Michi, ouais. Ole Martin Arst. Oui, Arst. Ah oui, mais là, Voilà. Ah ben oui, voilà. Mais Ole, il jouait avec qui? Et moi, il y avait Mornar, il y avait... Tu l'as mentionné, Bocani, il n'était pas dans la période... Je ne sais pas s'il a marqué 20 buts, Bocani. Je veux dire, dans la période où il était tout prêt. Hein. Mais c'était plusieurs buteurs. C'était Bocani, c'était Jovanovic, voilà, c'est ça. Il y avait Igor aussi. Voilà. Puis il y a eu les Chité, Ezekiel, voilà. C'est des gens qui marquaient voilà, leur quota de buts sur une saison. Della l'a dit d'ailleurs récemment dans une interview. C'est vrai que c'est un problème qu'il n'est pas d'attaquant qui marque régulièrement. Voilà, c'est évident que c'est un gros souci et c'est un problème récurrent au Standard. Donc... peut-être avec certitude que le prochain mercato, on va vraiment se tendre. Moi, je peux vous dire priorité. C'est sûr. Sûr et certain. Ce serait sur qui, Ali? Je sais pas. je peux pas le dire. C'est normal, c'est normal. Mais bon, quel type alors du coup, sans pour autant trop dire, mais quel type? Un grand, un petit, enfin. Aujourd'hui, des grands, on n'en trouve plus. Et puis ils en ont pris un, ça marche pas. Donc il faut essayer de trouver. Aujourd'hui, c'est plus un profil un peu hybride, quoi, je dirais. Pas petit. Et puis attention, il y a des gars qui sont petits, mais qui sont très bons de la tête, qui ont un bon timing. Je vais être peut-être un peu plus précis, messieurs. C'est qu'est-ce que le Standard doit chercher? Un gars qui est capable de pouvoir faire le relais, relayer, etc. Ou un gars qui se positionne et qui attend... Non. Justement, on parle du jeu du Standard. Quoi. Il faut quelqu'un qui sache aussi de temps en temps décrocher qui ait un peu de vitesse, partir seul au but, prendre la profondeur. Ce qu'on appelle un attaquant de rupture. Complètement, oui. Qui sait faire le job dos au but, mais aussi dans la profondeur, et qui est aussi un renard. Regardez, Orban, il n'est pas grand. Hein. Voilà. Et ceux qui n'ont pas été ces dernières années, effectivement, Perica. C'est ça. Ou Larrey, Avenatti. Ah oui. Pour moi, ça marche pas. Non. Ça marche pas. Je pense que le dernier joueur qui était comme ça à l'époque et qui a marqué, c'est Ole Martin Arst. Après, tous les autres attaquants qu'il y a eu, c'était les gars qui étaient mobiles, qui étaient capables de décrocher, de bouger, prendre la profondeur, revenir. Puis le job d'un attaquant aujourd'hui, c'est quand même sans doute le plus difficile dans le football actuel. Maintenant, il faut savoir tout faire. Regardez, défendre, attaquer. Romelu Lukaku, c'est un garçon qui travaille. Raphaël Léao à Milan, il travaille. Lautaro Martinez, il travaille. Il s'est vachement amélioré d'ailleurs, ce genre de... De toute façon, vous n'avez pas le choix. Voilà. Sinon, vous jouez avec un joueur de moins. Même Lewandowski, c'est un joueur qui travaille. Pourtant, il claque des buts. Hein. Le cas Haaland, son dernier match est assez incroyable où il fait 2 passes... mais il travaille. Romelu, dernier match, 2 passes décisives. C'est les garçons, ils travaillent pour l'équipe. Ils font partie du jeu. Bon, alors, on ne peut pas les laisser en point. Je relance la question autrement. Ce type de joueur sera facile à trouver? Le problème, c'est que tout va dépendre la bourse. Oui. Parce qu'ils sont convoités, ces joueurs. Bien sûr. Si vous avez les moyens d'aller en chercher un et le convaincre de venir, c'est bien. Sinon, vous allez devoir vous rabattre sur les seconds choix, quoi. Maintenant, un joueur qui viendra au Standard, c'est peut-être pas le joueur qui ira, je sais pas moi, à l'Atlético de Madrid ou c'est normal aussi. Le seul truc, moi, qui me fait toujours un peu peur, il y a beaucoup d'équipes moyennes qui vont se battre pour ces joueurs. C'est ce côté, imaginons, il le trouve ce joueur, mais de l'autre côté, ceux avec qui il a commencé à construire, qui repartent. Et quoi, donc après on va peut-être... Par contre, ça va être un point important. Vrai, par rapport à garder ces joueurs et c'est de garder au moins aussi ces joueurs, parce qu'on se dit priorité attaquant, mais Alzate, ça va être terriblement compliqué. Quasi impossible selon toi. Au niveau indemnité de transfert et au niveau salarial, je pense que ça va être ultra compliqué. Zinkernagel, sauf si le joueur il veut rester, qui fait des sacrifices. Mais bon. Mais je pense qu'il y a peu de chance. Zinkernagel, je pense qu'il y en a beaucoup. Et puis avec la saison qu'il a fait, il va être aussi sollicité par d'autres équipes. Faut pas oublier ça. Donc lui, le garçon, si demain il peut jouer, je donne un exemple, dans une équipe qui joue la Ligue des Champions, mais d'un championnat un peu... peut-être qu'il va y aller. Quoi.
Attention, à mon avis, on vient de recevoir une info essentielle. C'est pas moi. Ah, alors c'est Didier qui a reçu une info essentielle. Il pourra peut-être nous la lire. Moi, j'ai mis un mois d'avion. Désolé, mais je pense. Non, mais et tous ces seconds couteaux, Mélégonie, etc., il faut les garder aussi. Mélégonie, je pense, va rester également, parce que c'est en plus, de toute façon, il fait c'est son souhait de rester. Il fait partie de... Et dans un noyau de 18, je trouve que honnêtement, il ne fait pas tâche à Lille. Non, c'est vrai. Non, il a dépanné quand... Au début, il a eu du mal, mais après, il a dépanné, il a bien fait son plus, parfois avec un rôle un peu ingrat aussi. Mais à chaque fois, il a fait un rôle ingrat. Mais ce type a des qualités. Je me rappelle, on avait fait une émission, on avait jugé un petit peu la prestation, on avait donné des cotes à tous les nouveaux venus. On refait ça aujourd'hui, les cotes ne sont plus du tout les mêmes. Non, ne sont plus du tout les mêmes. Parce que même Alzate au départ, exactement, voilà. C'était pas ça. Je me souviens que les cotes étaient très dures. Mais c'est bien la preuve que un type comme Mélégonie, plusieurs semaines et plusieurs mois entrés dedans, maintenant, moi je trouve qu'il est à un niveau. Ça peut être un bon remplaçant. Surtout, en plus, vous en aviez parlé à l'époque. Ce type de joueur qui débarque dans un championnat comme le nôtre qui est quand même dur, rugueux. Bon, après, il vient d'Italie non plus. Mais je veux dire, même le gabarit, tu vois bien, le mec tout frêle, etc. Ouais, tout frêle, non. Hein. Mais moi, je trouve qu'il est frêle visuellement. Oui, mais voilà, à l'époque, ce qu'on se disait aussi, peut-être un peu trop juste. Perica est plus costaud, mais il a. Enfin, voilà quoi. Je trouve un bon exemple, c'est quand même Donoum. Donoum était catastrophique. Il ne faut pas employer, il n'y a pas d'autre terme. Il était catastrophique la saison dernière, absolument pas concerné. Il était sur le banc, il riait quand le Standard perdait. Enfin, c'était terrifiant. Ici, Donoum est à un niveau, c'est peut-être le meilleur joueur du Standard sur l'ensemble de la saison. Avec Fossé. Voilà, donc comme quoi, il faut laisser le temps au temps aussi. Oui, et en plus, c'est vrai qu'il a aussi changé son mindset. Il était complètement aussi caractériel. Et là, l'avenue du coach a tout changé pour ce gars. Ouais. Ça, je peux vous le dire. C'est vrai. C'était quand même un gars qui pétait très vite un câble. Il avait combien de cartons, Didier, je ne sais plus. Mais bon, c'était quand même le gars qui, à chaque il n'était pas concerné. Il n'était pas concerné. Il jouait pour sa pomme. Voilà. Allez, comme il est tout sympa aujourd'hui, si un jour il vient dans notre plateau, on lui remontrera cette belle vidéo qu'il a fait au début quand il est arrivé. C'était magnifique, fait par Standard TV, où il était habillé en viking, etc. Ça vaut le détour. Bon, c'est un peu pour le côté un peu casserole, un peu sympa. Bon, allez, on regarde les dernières confrontations entre la Gantoise et le Standard. Comment dire, c'est pas super positif. Mais bon, un match n'est pas l'autre, on le sait bien, Ali. Non, complètement. Mais on sait que ça va être compliqué contre Gand. Gand a toujours été une équipe compliquée à jouer. Ça fait des années, les Standards Gand sont des matchs difficiles. En regardant ces résultats, on a l'impression que c'est simplement la bête noire, Didier, de ces dernières années. En tout cas... Des bêtes noires, il y en a tellement. Dans le foot, on fait vite des... Ouais, je sais. C'est pour un peu faire parler. C'est vrai. C'est une bonne équipe. C'est une bonne équipe. C'est une équipe qui joue. Elle a de l'expérience aussi dans le jeu. Ils ont des joueurs qui comprennent le jeu. Donc ça, c'est important. Ils ont un milieu de terrain quand même. Allez, honnêtement... Il est un peu vieux, le milieu de terrain, mais il a de l'expérience et on voit que ça fonctionne. Et il joue toujours les mecs. Puis c'est un noyau, honnêtement, qui n'a rien à voir avec celui du Standard. Ah non, rien à voir. Quand on dit que le foot est une science, n'est pas une science exacte, ça l'est à peu près. Les clubs qu'on retrouve en haut, ce sont les clubs qui ont le plus de finances et Gand à ce niveau-là. Et qui mettent les moyens. Et qui mettent les moyens. Et Gand est quand même beaucoup mieux paré que le Standard. Bien sûr. Parce que même l'Union, on regarde l'Union, on se dit l'Union. Oui, mais enfin, l'Union, on fera le débat peut-être un de ces quatre, parce que là, on reste sur le Standard. Parce que je sais que Didier a un avis très très tranché là-dessus. D'ailleurs, il a son favori. Bon, on peut le dire, c'est l'Antwerp pour toi, parce que tu parles de noyau bien fourni, d'équipes qui moi, je suis pas d'accord. Mais c'était avant la finale de la Coupe de Belgique. Parce que l'Antwerp, mais ça reste quand même. Parce que l'Antwerp, quand Janssen joue pas, c'est pas la même équipe. Ils ont un peu plus de mal. Moi, là où je comprenais un peu son argument, c'est en termes d'équipe. Là, je crois que c'est le bon moment aussi. Ouais, mais ils n'ont pas un attaquant pour remplacer le Janssen. Ça, ils l'ont pas. Mais c'est la seule chose. Il y a d'autres qualités, un banc. Non, ils ont de la qualité, mais une défense expérimentée, le milieu de terrain, les ailiers qui prend pas de but, c'est quand même. Mais bon, allez, on n'est pas dans l'Antwerp le talk, sinon après Jean-François va m'appeler en disant mais c'est quoi ça, pourquoi parler de l'Antwerp? On va continuer à parler du Standard. Enfin, on a quasi terminé pour ce match Standard Gantoise. Il me reste plus que les pronos, messieurs. C'est le moment de se mouiller. Moi, je dirais match nul. Donc, le Standard ne passe pas encore cette fois-ci. Ça va être compliqué. Je vois un match nul, moi. Allez, moi, je me lance en 2-1 à l'arraché. Donc, Didier. En plus, Didier, souvent, a de bons. Je me souviens que la dernière fois, il avait lâché le bon prono. Donc,
On va se dire belle victoire du Standard et alors c'est un coup de bol. Hein. C'est vrai? Ah oui, oui. Mais je crois pas que là, tu auras un coup de bol parce que tout de suite, on passe au quiz, le game. Alors, je dis coup de bol, non, c'est parce que ce sont des questions sur l'histoire du foot, donc je sais que Didier, voilà, il est bien paré. Mais Ali aussi, hein, d'ailleurs, si on reprend le classement, il y a égalité. On est parfaite égalité. Ah bon? Regarde, il me regarde avec des yeux. Là, ça y est, ils essayent, là encore. Non, mais faudra. À mon avis, on en reparlera non, il est perdu, dans les instances de la FIFA parce que je te dis, ce match-là, avec cette question. Il y a eu le VAR. Bon, allez, ok. On dit quoi à la régie? Égalité, pas égalité? Qu'est-ce qu'on voit? Bah oui, la régie avait tranché, c'est égalité, donc tout peut jouer. La régie. Bah, le VAR, quoi. Ils sont là, ils sont en régie. Regardez les images. Ouais, moi je suis pas. C'est la régie qui a fait les questions en plus. La réponse était dans les. Mais apparemment, il te reste 10 minutes pour introduire un recours, si jamais. 10 minutes pour introduire un recours. Je peux introduire où le recours? En plus, tout peut peut-être se jouer là maintenant, comme ce samedi, hein, donc on verra. Il reste encore. Ben oui, il reste encore quelques émissions. Allez, bon, allez, on commence. Qui veut commencer d'ailleurs? Didier choisit. Tu choisis si tu commences. Honneur à Ali. Allez, c'est parti. Voilà. Ok. Bon. Ali, quelle est la valeur actuelle d'Eden Hazard aujourd'hui? 8 millions, 3 millions, 5 millions. Je dirais 8. Pas mal, mais c'était 5. Ouais, aujourd'hui... Ça veut rien dire, hein. 5 millions selon Transfermarkt, hein, je précise. Si jamais on me dit après, t'as déconné, bah voilà. Franchement, 120 millions et 8, c'est quoi? C'est la valeur que voilà, les sites aujourd'hui estiment qu'il vaut par rapport à son temps de jeu. Bon, moi, je trouve ça un peu logique, hein, malheureusement. En plus, il était censé, de ce qu'il mettait sur les réseaux sociaux, Eden va jouer mardi, sauf qu'il n'a pas du tout joué. Il faut être très prudent avec ces données-là, effectivement. Ouais. C'est vrai. Bon, après, si jamais c'est pas la bonne donnée, hein, il y a réclamation. Hein, réclamation, vous pourrez il y a recours. renvoyer par mail à rsl@letalk. Si jamais je me suis trompé, je ferai mon mea culpa. Allez, Didier. Donc, premier penalty raté pour Ali. Dans quelle ville a eu lieu la finale de la Ligue des Champions en 2022? Arrête, hein, tu mets la pression. Mais non, mais bon, allez, sérieux, quoi. Tout le monde l'a vu, le match. Mais non, moi, je suis pas coup de sifflet. Faut tirer. À Londres, non. Paris. À Paris, oui. 2022. Saint-Pétersbourg. Ah oui. En 2022? Bah non. C'est quand la Ligue des Champions? Oui. En 2022? Je suis sûr. C'était quand 2022, Saint-Pétersbourg, qui a gagné? C'était aidez-moi, le Real Madrid. Bien sûr. En 2022. Mais non, c'était à Paris, les gars, qu'est-ce que vous racontez? C'était à Paris? Ils ont joué contre... Bon, moi je demande un recours. Attends. De toute façon, il n'a pas répondu. Ah oui, c'est juste 2021. Oh là là, alors, catastrophique. Désolé. Tu vois moi je veux voir c'était un quiz. La réponse du oui, non, mais c'est vrai, 2000. Non, mais par contre, Transfermarkt, j'en suis sûr, c'est 5 millions Eden Hazard. Bon, bref, c'était bien Paris. Saint-Pétersbourg, c'était 2021. Je suis désolé. Bon, ça arrive. Ça n'avait pas de sens en plus avec la guerre. Là. Non, c'est vrai. C'était Paris. Bon. On continue. Du coup, je suis très très prudent avec les questions. On va la faire quand même, hein, c'est pas grave. Hein. Combien de fois l'Argentine a-t-elle remporté la Copa América? 15 fois, 12 fois, 10 fois? Question... Je dirais 10 fois. C'était 15 fois. Ouais. Si jamais il y aura le VAR hein, à la fin Non, mais si c'est 15, c'est 15. On ira quand même revérifier et si jamais, hein, vraiment, je le redis, la semaine prochaine, je ferai des excuses personnelles à Ali et à Didier. Didier, qui est le joueur le plus cher de l'histoire de la Première Ligue? Si je donne un indice... Non, commence pas. Le plus cher de l'histoire de la Première Ligue. Coup de sifflet. Je pense que je sais. Faut la retirer. Harry Kane? C'est pas Grealish? Grealish. 117 millions. Oh, j'aurais dû prendre ce truc à lui. Bon, c'était un arbitre un peu moyen que je suis, mais c'est des pénaux pas hyper fou. Ah oui, transfert. Oui. Bon, quelle équipe a remporté la Ligue des Champions en 1995? Le Bayern, l'Ajax ou Milan? En 95? Ouais. Là, je peux pas me tromper. Je peux pas te le souffler, ça sert à rien. En 95. J'hésite. Tu as la réponse? Moi, j'hésite entre... Je dirais l'Ajax.
Et c'est le premier goal de la soirée. Allez, Lukunku. Carne. Allez, on va faire le geste comme en 2005. J'avais un doute, mais malaise. je revois, c'est l'équipe de Seedorf. Ben ouais. On est sûr, hein, 95, hein, à Saint-Pétersbourg. Non, c'était pas à Saint-Pétersbourg. Bon, pour l'égalisation, Didier, qui est le joueur le plus capé en sélection nationale, ayant le plus de sélections au monde? Et franchement, j'ai été regardé, source Wikipédia. J'étais assez surpris d'ailleurs, parce qu'il est très connu. Hein. Coup de sifflet. Alors là, je sèche. En français? Si je donne un indice, tu vas trouver Didier. Bon, qu'est-ce que je fais? Je donne un indice. Non, tu peux pas donner d'indice. Bah non, ok, d'accord. Respecte les rules. Non, j'ai un doute. Mais il faut accélérer, ouais. Je pense que je n'aurais pas trouvé là. Non. CR7. Ouais, j'allais 198 sélections. Il n'y a pas longtemps, ouais. Il a dépassé l'Indien là, ou l'Irakien, ou l'Iranien. Bon, si je marque, j'ai gagné. C'est vrai que... Si je marque, j'ai gagné. Ah ouais? Ouais. Grâce à notre si je marque, j'ai gagné. Mais non, parce qu'après Didier peut... Ouais, ça va. Bon, combien de clubs différents Thierry Henry a-t-il fait? 5, 6 ou 4? Alors, je vais te dire, il a fait Monaco, la Juventus, Arsenal... combien c'est? 5? 5, 6 ou 4. 5, 6 ou 4. Bah, je pense qu'il en a fait 4. T'ajoutes. 5. Coup de sifflet? 5. Attends. 5. C'est quoi sa réponse finalement, Régie? C'est 5? Ok, c'est une bonne réponse. Ouais, 5. Mais par contre, tu me les as pas tous cités. Ouais, Barcelone. Il m'en manquait un, j'étais en train de réfléchir et j'ai vu avec Messi et Eto'o. Ouais. Monaco, Juventus, Arsenal, Barcelone, New York, Red Bulls. Pas mal. Bon, petite pression, hein, Didier. Qui répond, Didier. Terrible. Il y a moyen, hein, à mon avis. Quel est le meilleur buteur de la Ligue Europa actuellement? Wow. Purée. Ben, Aïe. c'est pas évident. La Ligue Europa. Ouais. Fatalement une équipe qui reste encore en lice. Eh ben, Moi, j'aurais pas trouvé. faut... Vas-y, dis-nous quelque chose, Didier. Si j'avais su que j'allais moucher, Alors Je là, sais même pas quelle équipe il reste. alors là, pas d'idée. oh, Non. Eh bien, figure-toi que si je me trompe pas, C'est le mec du Feyenoord, non? ils sont deux. C'est Il le y en mec a un qui est éliminé, C'est le mec du Feyenoord, non? Boniface, ah bon? et Marcus Rashford. Tous les deux. Boniface, c'était. 6 buts. C'est pas vrai. Ah oui? Non, Wow. si. Mais je pensais que c'était plus que 6 buts. Ah, moi aussi. Ouais. Eh bien, les deux sont à 6 buts. Bon, ben c'est une victoire de Non, mais attends, d'Ali. on va les dernières questions. pour le... Allez, Ok, pour le je peux fun. poser la dernière question pour Ali? Pour le fun. Ok, vite alors. Ouais, hein. vite. Qui est le meilleur buteur du Standard et avec combien de buts? Si tu me dis juste le Bah, meilleur vas-y, buteur... Carragher 9. Ouais, ben voilà. Bon, attends, très vite alors. Qui est actuellement 17e en Liga et a remporté la Coupe UEFA en 2004? Qui? Qui est actuellement 17e en Liga? En Si tu Liga? réponds pas à ça, t'as Ouais. perdu tous tes points. D'accord. Et a remporté la Coupe UEFA en 2004. Qui est actuellement 17e Ouais. en Liga, Ligue Ouais. espagnole, et a remporté la Coupe UEFA en 2004. Et si Didier le dit avant toi, Non, Il je gagne mange le rien, mais je dirais le 17e, c'est pas l'Espagnol ou Non, l'Espagne. Valencia. Ah, et Valence. Valence, à 2 points du relégable. Et ils sont Grosse- plus, hein. Ah bah, ils sont à 2. Oui, non. Ah, t'as pas regardé le dernier résultat? Ils sont passés devant. Mais ils sont à 2 points du premier relégable. Donc oui, ils sont plus relégués. Mais je veux dire, je crois qu'ils sont 16e et Ils sont ex premier aequo, ils relégable. ont 3 équipes ex aequo. Le 17e, c'est l'Espagnol. Ah, je suis sûr et certain, j'ai regardé hier. Je vais regarder. Si tu me mouches 2 fois, Non, je c'est viens la pas la semaine vérité. prochaine. C'est la vérité. L'Espagnol est 17e. Oui, bref, mais de toute façon, c'est une saison catastrophique pour Valencia. Hein. Ouais, c'est donc vrai. voilà, ça pour le Et coup. ils jouent ce soir contre Villarreal. Ah, tu vois comme je suis au courant. Bah, ouais. Moi pas du tout. Hein. Valence a joué à Saint-Pétersbourg en 2022. Voilà. Bon, merci les gars d'être venus quand même, d'avoir discuté une bonne heure sur ce prochain match Standard Lagantoise. On espère une belle victoire de nos rouges pour pouvoir passer premier dans ces playoffs 2 et peut-être voir l'avenir un peu plus sereinement si les prochains matchs sont bien gérés par l'équipe. Ce qu'il faut quand même vite rajouter, c'est que Très vite alors. c'est important que le Standard termine comme européen. Sinon, on serait quand même
Il y aura un manque. Bah ça, Didier, on va pas le refaire, hein, c'était dans tes papiers, ce serait quand même... Ah ouais, non, Bah, ça veut des dommage. Ils seraient surtout en avance d'un an sur leurs prévisions. Complètement. Ça, ce serait bien. Et ça serait quand même aussi une des très joueurs, bonne chose. hein. Et en plus, ça ferait peut-être plaisir aussi aux supporters qui nous regardent et qui vont chaque semaine au stade encourager leur équipe parce qu'ils y croient. Nous aussi, on y croit. À la semaine prochaine. Merci d'avoir regardé le talk avec Didier. Didier, merci. Merci Mali. Bonne continuation dans tes articles. Et Ali, on se retrouve la semaine prochaine avec les verifications des informations. Merci à vous. Bonne soirée.